Bon, oui, mais je pense que Philippe parle un peu moins bien. Bien, je vais commencer sans micro. Avant toute chose, une petite pensée pour un prêtre qui venait régulièrement donc, au Café Histoire, qui était le père François Xavier. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, donc, il est décédé. Il a eu un accident de voiture, il s'est fait renverser alors qu'il sortait de l'hôpital Sainte-Mus. Il accomplissait sa mission. Il est resté longtemps dans le coma et il est mort. Voilà. Donc une petite pensée pour lui, il était vraiment, c'était un fidèle. Voilà. En dehors de ça, donc ce soir, donc nous avons Philippe Franceschetti qui était déjà venu il y a 1 an et demi nous faire une conférence sur le monde catholique pendant la Seconde Guerre mondiale. On avait vu que le monde catholique avait beaucoup bougé et que d'une certaine façon, ça avait été un moment de renouveau, en fait, la Seconde Guerre mondiale pour l'univers catholique, c'était un sujet assez peu connu, sachant qu'actuellement, je ne sais pas si vous le savez, enfin vous vous en êtes rendu compte, il y a pléthore de livres qui sortent sur le monde catholique. Des sociologues dans tous les sens et pas nécessairement des sociologues catholiques. Donc peut-être qu'il faudra qu'on fasse une causerie, mais je suis impressionné. Depuis 6 mois, je dois avoir à peu près 6 livres de sociologues sur les catholiques, qu'est-ce qu'ils deviennent, passent-ils à droite, ils sont devenus minoritaires, pourquoi ont-ils des problèmes. Ça interpelle et ça inquiète beaucoup au-delà du monde catholique. Hein, au-delà du monde catholique. Voilà, donc notre conférence à l'époque était tout de même un petit peu précurseur à ce niveau-là. Alors aujourd'hui, nous allons aborder donc un ouvrage, puisque Philippe m'en avait parlé à l'époque. C'est un ouvrage donc, sur Antoine Mauduit, donc il va s'exprimer là pendant 1 heure. C'est un ouvrage qui est sorti aux presses universitaires de Grenoble. Donc 19 €, il pourra le dédicacer pour ceux qui le souhaitent. Il y a des photos en couleur au milieu. Donc c'est ouvrage universitaire. Là aussi, ce qui est intéressant, c'est que Antoine Mauduit se revendique clairement catholique, mais sa particularité, c'est que lorsqu'il va entrer en résistance, d'abord, il fait partie de ce qu'on appelle le vichisso-résistentialisme. C'est-à-dire qu'on commence à sortir du clivage avec une résistance purement gaulliste ou communiste tardive, hein, après 1942, et puis tout le reste, ce sont, je dirais, c'est la part sombre de l'histoire de France. Et là, on commence à se rendre compte d'un certain nombre de choses, en particulier que la résistance, elle avait commencé avant la résistance gaulliste et avant la résistance communiste, c'était plutôt une résistance de droite, voire d'extrême droite, qui avait commencé en France. Hein. Je ne citerai que Honoré d'Estendorf, hein, qui est dans la région, puisque sa famille est à quelques kilomètres d'ici. Hein. Donc ça, c'est un exemple. Et puis on s'est rendu compte qu'au sein même des vichistes, la résistance avait commencé dans l'esprit de revanche, un esprit de revanche un petit peu identique à celui qu'on avait connu dans les années 1870, après la défaite de Sedan. Donc ça, c'est un sujet qui commence à être abordé, à être mis sur le tapis. Donc là, c'est le cas d'Antoine Mauduit. Donc tout ça va nous être expliqué, sinon Antoine Mauduit, je ne vais pas faire la conférence, je ne suis pas compétent. Voilà, mais je commence. Donc je vais passer la parole, s'il y a le micro, je vais passer la parole à Philippe, donc, qui est professeur sur Gap, c'est bien ça, et qui travaille en collaboration étroite avec le diocèse également. Oui. Il a une autre particularité, donc on aborde souvent les problèmes d'écologie, de transhumanisme. Bon, c'est un spécialiste des compteurs Linky. Alors non pas qu'il va venir les poser chez vous, mais il est à la pointe de la contestation des compteurs Linky. Il a fait paraître des textes qui sont accessibles sur des sites catholiques
les catholiques écologistes comme le site Limite, et puis des gens plutôt à gauche comme Pièces et main-d'œuvre à Grenoble. Voilà. Je pense qu'il va y avoir des questions. Linky, à la fin de la partie. Ah, il pourra essayer de répondre. Ça rentre dans le cadre de la résistance. Il y a plus, Non mais sinon, Merde. non mais c'est bon, je parle. Attendez, on va prendre. Il faut mettre une batterie, c'est bon. Je commence. Allez, on y va. Oui, très bien. Bon, merci beaucoup Philippe pour votre accueil et merci d'être là, puisque ce soir je vous emmène sur les traces d'un personnage très particulier, ou en couleur, un chercheur d'absolu, qui d'ailleurs disait de lui-même dans sa jeunesse « Je ne puis être qu'un mécréant ou un saint ». Il a un parcours assez exceptionnel, et c'est pour ça que je me suis penché dessus, que j'ai fouillé les archives, que j'ai récupéré les témoignages, et le fruit de ces années de recherche, vous l'avez sous les yeux avec cet ouvrage. Et ce soir, je vous présente Antoine Mauduit. Alors, Antoine Mauduit, personnage méconnu de la résistance, méconnu quand même pour être résistant, mais il n'a pas été que ça. Il n'a pas été que résistant, et c'est un peu l'objet de la conférence ce soir. Qui est-il? Qu'est-ce qu'il a fait? Et en quoi finalement son parcours est assez exceptionnel, hors norme, en dehors des rails. Alors, ce que je voudrais voir ce soir avec vous, c'est positionner le personnage avant-guerre, puis voir un petit peu comment il a tracé sa route durant la Seconde Guerre mondiale, et enfin ce qu'il a fait dans le cadre de la résistance. Alors, tout d'abord, Antoine Mauduit, pour le situer, né en 1902, début du XXe siècle, au Chesnay, c'est-à-dire à quelques encablures du château de Versailles. Et il est né dans un milieu très bourgeois, dans une famille assez aisée. Il est le sixième enfant d'une fratrie de 10, et dans une famille très pieuse, très catholique. Dans ce milieu-là, Antoine Mauduit grandit et a une existence assez facile, malgré une scolarité très, très banale, très peu reluisante finalement. Et pourtant, il a beaucoup de succès. Il a beaucoup de succès parce qu'il a du bagou. Il sait parler, il sait charmer, il sait finalement avoir du charisme. On reviendra peut-être sur cette notion de charisme. Et Antoine Mauduit mène sa vie de luxe. Alors, il se marie, il a une affaire commerciale, il est entrepreneur dans les peintures, il part en représentation dans la bonne société bourgeoise. Lorsqu'il est sur la route, dans sa voiture, il n'oublie jamais dans le coffre d'avoir un smoking et des costumes. Il a cette vie finalement assez aisée de la bourgeoisie des années 20-30 de la région parisienne. Et en plus de cela, il est même lieutenant de réserve. Donc finalement, tout lui sourit. Il mène grand train. Et pourtant, c'est dans cette vie facile, dans cette vie de luxe, que Antoine Mauduit est saisi par un changement radical dans sa vie. Et ce changement, il vient d'un livre, d'une lecture. Cette lecture, c'est celle de l'ouvrage d'un docteur connu à l'époque, docteur Carton. Et cet ouvrage s'appelle La vie sage. Alors, qui est Carton, qui est La vie sage? Je l'explique rapidement parce que ça va compter beaucoup dans la suite du parcours d'Antoine Mauduit. Alors, le docteur Carton, c'est aujourd'hui on dirait un naturopathe, un médecin en dehors de la norme de la médecine générale. Et il est connu pour s'être soigné lui-même de la tuberculose adolescent, en réglant son alimentation. Et il fait tout un travail sur une médecine qui serait harmonieuse dans le développement du corps et de l'esprit. Et il publie énormément. Alors, ce docteur Carton, dans les années 20 et 30, connaît pas mal de succès de librairie, notamment avec son ouvrage La cuisine simple et les aliments meurtriers. Vous voyez, il a quand même des positions assez tranchées. Que veut-il? Il veut développer le corps par une alimentation saine,
en dehors des médicaments, aller vers une sorte de végétarisme naturaliste, comme il explique, et développer aussi l'esprit avec une philosophie qui reviendrait à la philosophie antique grecque et un christianisme renouvelé. Un christianisme qui reprendrait finalement ses racines dans ses sources, dans ses origines. Alors, le livre que lit Antoine Mauduit à l'âge de 30 ans, La vie sage, explique comment finalement une certaine élite peut aboutir à une vie assez exceptionnelle, une vie qui va mener finalement d'autres hommes et développer le corps, l'esprit, jusqu'à ses plus hautes limites. Pourquoi Antoine Mauduit, qui vient d'un milieu totalement différent de cette pensée, est saisi par ce livre? D'une part, parce que il est lui-même certainement en recherche de sens, personnellement. Il a été marqué notamment par la Première Guerre mondiale. Alors, il n'a pas été au front, il était trop jeune, il était adolescent, mais il a vu un frère mourir et un autre frère être gravement blessé. Il ne faut jamais oublier que dans cette génération qui arrive dans les années 30, c'est une génération qui a vécu la Première Guerre mondiale par procuration, finalement, familiale. Mais il y a aussi un contexte national. Le contexte national, c'est les années 30. Alors vous avez peut-être entendu parler de la crise des années 30. C'est une crise qui est à la fois une crise économique, effectivement, qui touche l'Amérique puis l'Europe, mais aussi une crise sociale et une crise aussi de civilisation. C'est à un moment donné, pour la France, un questionnement sur ce qu'elle doit être, qu'est-ce que doit être la nation, où aller, et c'est vrai qu'on est en perte de sens dans les années 30. Et les élites aussi, finalement, sont assez en déshérence, et c'est une suite de crises dans la Troisième République, par exemple, hein, ou une non-naissance d'une nouvelle génération d'élites, finalement, dans les années 30, et tout, finalement, reste assez bloqué, et finalement, on peut faire peut-être des parallèles avec la situation actuelle. En tout cas, Antoine Mauduit se dit qu'il y a quelque chose à changer, et même à changer radicalement. Et c'est pour ça qu'après cette lecture, Mauduit veut se débarrasser de ses fautes passées, et Carton, le docteur Carton, entraîne ses lecteurs vers ça, c'est-à-dire que l'être humain est dans un cycle permanent de purification, de faute purification, et Antoine Mauduit le comprend. Eh bien, en 1932, à l'âge de 30 ans, il quitte tout. Il était entrepreneur, il était marié, il avait une vie de luxe, lieutenant de réserve, etc. Eh bien, à 30 ans, il décide de tout quitter, il devient vagabond. En 1932, il traverse une grande partie de la France à pied, sans savoir où il allait coucher le soir. Pourquoi? Parce qu'il mène finalement une expérience d'abord pour son corps. C'est-à-dire aller jusqu'à ses limites. Marcher, ne pas s'arrêter et avoir cette vie de vagabond. Donc une expérience de la limite, avec aussi cette expérience d'une vie sobre, le plus sobre possible. Donc un contraste évident avec son passé. Et à partir de là, il mène une vie d'expérience de la limite. Donc cette marche de vagabond à travers la France, en 1932, des retraites monastiques pour le développement spirituel, tel qu'il avait vu dans les lectures du docteur Carton, et dans certains monastères, donc, il fait des retraites, il ne prendra jamais l'habit monastique, mais il a eu, à ce moment-là, des révélations mystiques. Il se sent effectivement poussé par une spiritualité très particulière, et j'en parlerai un peu plus tard tout à l'heure. Et dans ces listes d'expériences, dans les années 30, il va avoir des expériences très particulières, comme s'engager dans la Légion étrangère. Alors, normalement, ce n'est pas possible, il n'est pas étranger, hein, il est même déjà officier, mais en empruntant un nom, un statut particulier, il se dit belge, il emprunte un nom, il a accès, il rentre dans la Légion étrangère pour arriver au peloton d'élèves caporaux en Algérie, et
pendant de longs mois, il subit cette expérience qu'il se donne à lui-même finalement, et il réussit d'ailleurs à avoir son grade de caporal, et c'est à ce moment-là où on découvre sa véritable identité, et d'ailleurs son grade d'officier qui de toute façon annule son expérience dans la Légion étrangère. Pourquoi a-t-il fait ça? Il explique que c'est la chose la plus dure qu'il a vécue dans sa vie. Vous voyez, c'est un homme qui veut aller jusqu'au bout, et il se rappellera souvent de ce peloton de la Légion étrangère en Algérie. Et enfin, dans les années 30, en 1938, après cette expérience de la Légion étrangère, il s'engage comme garçon fermier en Bourgogne, dans une ferme coopérative, et il se met au rang le plus bas, hein, la main-d'œuvre, le garçon qui va finalement servir dans la ferme. C'est pas par hasard, c'est pas simplement parce qu'il veut se rabaisser, mais c'est aussi parce qu'il a le sens du retour à la terre. Et j'en reparlerai tout à l'heure. Mais retour certainement aussi vers une alimentation saine, vers une sorte de pensée écologique, on peut prendre ce terme-là. Et donc, il a quitté son mode de vie, son confort, ses idées déjà toutes faites, et rien ne doit le rattacher au commercial menant grand train qu'il était auparavant. Il a compris qu'il était sur la mauvaise voie, il a voulu radicalement vivre une conversion. Et c'est ce qu'il vit dans les années 30, à tel point qu'il a une pensée qui rejette tout ce qu'il était auparavant. Il dira un peu plus tard, par exemple, « L'argent, ça vous bouffe. Les bourgeois ne connaissent que le portefeuille et la peau, ils perdront tout. » Donc, voilà, il est en rejet radical du mode de vie bourgeois et moderne. Parce que, vous avez vu, il va à pied, il est fermier, il pense au retour à la terre. En fait, il rejette le monde moderne tel qu'il s'industrialise au début du XXe siècle. Et il est dans une recherche d'une vie peut-être plus lente, plus proche de la nature, et aussi avec cette idée que le monde urbain et le monde industriel apportent des méfaits, et il faut se débarrasser de ces méfaits-là pour se purifier. Donc voilà une première phase de sa vie. Donc vous voyez, assez marquante. Hein, et cette phase de sa vie, vous allez le voir, va imprégner et va inspirer ses actions futures. Mais il est garçon fermier en 1939, et c'est dans cet état-là que la guerre le prend. Déclaration de guerre, Seconde Guerre mondiale qui se met en place, et Mauduit est appelé dans un régiment de pionniers. En 1939, il a presque 40 ans déjà, un régiment qui sert donc pour l'intendance et pour l'organisation de l'armée, mais lui ne veut pas du tout de cette place-là. Il veut aller au front. Donc il se débrouille pour être enrôlé dans un régiment qui se met en place, qui cherche des officiers, un régiment de la Légion étrangère, justement, le 12e étranger, et il va être dans ce 12e régiment un des éléments qui met en place ce corps d'armée pour encadrer des étrangers qui veulent se battre pour la France. Dans ce régiment, il veut participer au front, et il va y aller, et déjà, dans sa correspondance, il parle de la guerre d'une manière très particulière. Il parle de sacrifice. Un point important de sa pensée, il parle même de sacrifice sanglant. Il écrit, par exemple, alors qu'il monte au front, « Si tu apprends quelques jours que Dieu a accepté de suivre de suite le sacrifice de ma vie, tu pourras avoir la certitude que je serai tombé en faisant pleinement et consciemment l'offrande, l'oblation totale de ma vie, de mon corps et de mon sang, pour la rédemption nationale. » Alors, dans ça, il y a sa pensée sur la guerre. La guerre, pour Mauduit,
comme il l'a vécu personnellement, c'est aussi une crise de purification. C'est-à-dire que quelques-uns doivent se donner totalement, jusqu'au sacrifice, jusqu'à donner son sang, pour la patrie, puisque la France a vécu une série, Mauduit parle de péchés, une série de péchés, une série de fautes, qu'il faut relever, qu'il faut purifier. Et pour ça, finalement, la guerre est un moment de crise, de purification. Donc Mauduit voit la guerre comme cela, et plus radicalement, plus dans l'absolu, il voit ça comme une lutte du bien contre le mal, tout simplement. Il crée pour sa compagnie, puisqu'il va diriger une compagnie mitrailleuse, il crée un insigne qu'il va donner à ses hommes comme une sorte de talisman, en disant que ce sera quelque chose qui va protéger ces hommes. Et ce signe, alors c'est dommage, je ne peux pas vous le diffuser, mais il faut imaginer un cercle bleu avec à l'intérieur un triangle blanc pointe vers le haut et entrelacé un triangle rouge pointe vers le bas. Et au milieu de ces deux triangles, une encre. Alors j'explique dans le livre la signification de tout ça, d'après moi. Je pense que les hypothèses pour l'instant ne sont pas remises en cause. Il s'agit bien d'un cycle, c'est le cercle bleu, un cycle de purification qui est mené par la lutte du bien, triangle blanc vers le ciel, contre le mal, triangle rouge vers la terre. Et au cœur de tout ça, Mauduit place l'encre. Alors ce n'est pas exactement une encre pour Mauduit, c'est une croix ancrée. C'est une croix ancrée, donc il n'est pas spécialement fan de la marine, hein, mais il est surtout marqué par ce symbole qui est un symbole des premiers chrétiens. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est l'encre, je pense que c'est dans une épître aux Hébreux, et l'encre, c'est l'encre de l'espérance. Hein, l'espérance, c'est comme notre foi qui est ancrée au ciel. Et Sainte Philomène aura comme attribut l'encre. Et Sainte Philomène sera un peu remise en valeur par le Saint curé d'Ars, qui sera dévot de Sainte Philomène. Donc l'encre, pour Mauduit, c'est en fait la foi qui est au cœur du conflit entre le bien et le mal, et qui va pouvoir amener les hommes à la purification. Alors les hommes et la France, puisque finalement pour Mauduit, la France est une entité spirituelle, hein, qui doit se purifier, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il développe un véritable mysticisme patriotique. Cette expression, elle est d'un de ses compagnons, et je pense que ça marque bien la pensée de Mauduit, un mysticisme patriotique. Voir la patrie de façon mystique. La France comme un être malade, assommé sur les principes d'une vie sage, comme il avait trouvé dans les écrits du docteur Carton, et pour ça, eh bien, il lui-même se donne à la nation. Alors, c'est un chef apprécié de ses hommes, il va jusqu'au bout, mais vous connaissez certainement l'histoire de la bataille de 1940, c'est une débâcle totale pour la France. On oublie souvent de souligner que c'est le plus grand désastre militaire de l'histoire de France. Il y a à peu près 2 millions de prisonniers de guerre, il y a 8 millions de Français sur les routes qui fuient les combats et qui mettront plusieurs mois parfois pour revenir chez eux. L'élite militaire et politique a été en dessous de tout. Il y avait bien sûr la force allemande en face, mais maintenant les historiens voient bien qu'au bout du compte, c'est pas seulement la force allemande qui a gagné la guerre, c'est la France d'abord qui a perdu. Par une suite d'impréparation, par une suite finalement de choix hasardeux, et c'est ce que vit Antoine Mauduit en 1940. Alors lui-même est fait prisonnier, donc comme 2 millions de soldats, le 14 juin en défendant la Marne. Et là, pour lui, se vit une autre étape qui va être aussi très marquante, c'est sa vie de prisonnier. Donc 1940, il est prisonnier aux mains des Allemands, et pendant 1 an, il va vivre dans un Oflag. Alors un Oflag, c'est un camp de prisonniers pour les officiers. En Allemagne, à Weinsberg, dans l'Allemagne de l'Ouest, et dans cet Oflag, dans ce camp,
eh bien la vie est réduite à pas grand-chose, puisque les officiers, on ne peut pas les faire travailler, les Allemands ne les font pas travailler, et finalement, pas véritablement de liberté, quelques loisirs avec quelques lectures possibles, mais finalement, on traîne sur soi-même, on a des pensées qui tournent en rond. C'est souvent comme ça que les prisonniers de guerre parlent de leur captivité. Et pendant cette année de captivité, il va approfondir sa pensée. Mauduit va prendre en compte tout ce qui s'est passé et va faire une rencontre fondamentale. C'est le père Henri Perrin. Il n'est pas connu, hein, mais je vous explique rapidement. Henri Perrin, c'est à l'époque un aumônier militaire qui est lui aussi donc prisonnier, dans le même camp que Mauduit, et auparavant, il était chapelain du sanctuaire Notre-Dame de la Salette. Alors, est-ce que vous connaissez Notre-Dame de la Salette? Peut-être un peu de nom. Rapidement, en une phrase, j'essaye de résumer ce que c'est. Ce sanctuaire en Isère, à la limite entre les Hautes-Alpes et l'Isère, c'est le lieu d'apparition mariale à deux petits bergers qui voient apparaître sous leurs yeux la Vierge Marie qui est en pleurs et qui porte des chaînes. Et ces apparitions ont lieu au milieu du XIXe siècle. Et le message, pour le résumer rapidement, de ces apparitions, c'est Marie qui appelle à une conversion immédiate des chrétiens pour quitter l'impiété, par exemple respecter le dimanche, ne pas jurer, bon, etc. Quitter l'impiété pour éviter le péril divin imminent. Dans une de ses phrases, Marie explique qu'elle a du mal à retenir le bras de son fils qui pourrait s'abattre à tout moment sur le peuple chrétien. Alors, ce message-là, eh bien, le père Perrin le fait connaître à Mauduit, et eux deux vont assimiler ce message à leur situation de prisonniers de guerre en 1940. La Vierge porte des chaînes. Les chaînes, c'est quand même le signe de l'emprisonnement. Elle est en pleurs comme les prisonniers le sont. Et dans le message, eh bien, les souffrances de la Vierge sont assimilées aux souffrances des prisonniers et des Français. Et dans le message, la conversion, l'appel à la conversion parle tout à fait à Mauduit, qui depuis les années 30 vit une conversion. Et pour lui et pour le père Perrin, le peuple sur lequel le bras de Jésus peut s'abattre, ce peuple-là, c'est d'abord le peuple français. Et ce peuple-là a vécu une série, d'après Mauduit et Perrin, une série de fautes dans les années 30, dans les années 20, dans les années 10, peuvent remonter assez loin, qui doivent être purifiés. Et là, on retrouve la démarche qui était personnelle de la part de Mauduit et qui devient un peu plus générale sur une pensée de la nation. Il faut se convertir et il faut retrouver la voie à suivre. Alors, autour de Mauduit et de Perrin, dans le camp prisonnier en Allemagne, se crée un petit groupe déjà, que Mauduit appelle l'ordre de Saint-Michel. Et ce petit groupe, où on trouve des gens qui viennent de régions différentes, des officiers qui ont finalement des origines sociales aussi différentes, ce groupe est en fait captivé par le discours de Mauduit. Et c'est Mauduit qui mène les réunions, qui sont d'abord des réunions de prière, puis petit à petit des réunions où Mauduit explique ce qu'il a vécu, explique ses expériences de la limite, et essaye de montrer finalement qu'il y a quelque chose à faire. En tout cas, le message principal, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter là et qu'il faut à tout prix combattre l'Allemagne nazie. Alors, à tel point que c'est marqué dans ce groupe par un serment qui est fait, d'après les récits qui nous ont été donnés, sur un sachet de terre qui a été envoyé dans un des colis que les prisonniers pouvaient avoir, un sachet de terre sur lequel ce groupe, l'ordre de Saint-Michel, va jurer de se battre jusqu'au bout pour la victoire française.
l'ordre de Saint-Michel, c'est là aussi où Mauduit commence à approfondir sa pensée et s'oriente clairement vers le combat contre l'Allemagne nazie. Il dira même d'ailleurs, en prenant son symbole tout à l'heure, la croix ancrée vaincra la croix gammée. Il avait aussi le sens des formules. Et dans ce petit groupe, donc, un esprit de résistance se monte petit à petit. Effectivement, il n'y a pas d'action résistante, mais une résistance par l'esprit. Une résistance par l'esprit. Et Mauduit veut absolument que ça continue. Alors, il va y avoir une série de libérations dans ce groupe. Un seul parmi la dizaine de ce groupe restera les 5 ans de guerre en captivité. Mais il y a une série de libérations parce qu'il y a des accords entre le gouvernement français et l'Allemagne sur libérer les pères de famille, les anciens de 14-18, bon, etc. Et puis Mauduit, en juin 1941, bénéficie d'une de ces mesures. Donc il a vécu 1 an dans le camp de prisonniers et est libéré en 1941. Et en 1941, son premier réflexe, en arrivant en France, c'est aller à Notre-Dame-de-la-Salette, bien évidemment. Et il reviendra souvent dans ce sanctuaire, en 1941, en 1942. Autour de ce sanctuaire, Mauduit arrive à fédérer des anciens prisonniers de guerre, comme lui, qui créent un petit groupe de spiritualité de prisonniers. Et c'est dans ce petit groupe que se créera une certaine pensée, une iconographie spéciale, où justement, si vous avez déjà vu Notre-Dame de la Salette, souvent on la représente assise et en train de pleurer la tête dans ses mains. Eh bien, ils reprennent exactement la même posture pour le prisonnier de guerre français. On voit le prisonnier de guerre avec son petit béret, sa cape, et entouré de barbelés, on le voit représenté comme Notre-Dame de la Salette, en train de pleurer sur ses souffrances, sur les fautes passées, etc. Donc, on a toute une pensée qui s'élabore. Il y a des articles que j'ai retrouvés dans les annales de Notre-Dame de la Salette, du Père Perrin, qui expliquent très bien la pensée de ce petit groupe qui se forme. Et pour résumer rapidement, Mauduit, à ce moment-là, dans ce groupe, parle de croisade pour la rédemption nationale. Il faut mener quelque chose. Dans cette croisade, l'élite, ce sera le groupe des prisonniers de guerre, qui ont vécu une sorte de retraite, de purification dans les camps, et qui reviennent petit à petit. Et cette rédemption, elle n'existera que si la France reconnaît ses fautes, et si elle prend pour modèle Jeanne d'Arc, Saint-Louis, les combattants de la Marne de 14-18. Donc il y a toute une pensée de l'histoire de France qui s'élabore autour de ce groupe. Et donc, pour Mauduit, c'est un premier pas dans l'action résistante. Alors, c'est vrai que, clairement, pour l'instant, il ne se bat pas les armes au poing, mais il a cet esprit de revanche et cet esprit de se battre pour la nation. Et c'est tout cela qui l'amène à l'étape suivante, qui va être véritablement son action résistante. Alors cette action résistante, elle va se baser dans notre région, mais dans les Hautes-Alpes. Dans les Hautes-Alpes, précisément à Montmaur. Montmaur, c'est entre Gap et Veynes, disons à quelques dizaines de kilomètres de Gap. Et à Montmaur, il y a un château. Ce château va jouer un rôle important pour Mauduit. Alors pourquoi passe-t-il dans les Hautes-Alpes? C'est pas très loin de Notre-Dame de la Salette. Et surtout, il rend visite et donne des nouvelles à une famille d'un des membres de l'ordre de Saint-Michel qui est resté dans le camp, Gabriel Rosan-Vallon. Donc il va voir la famille Rosan-Vallon à Veynes, et c'est cette famille-là qui lui fait découvrir le château de Montmaur, qui est justement à louer à ce moment-là, en 1942, début 1942. Et Mauduit va garder ce château en tête en se disant il y a quelque chose à faire autour de ça. Juste avant, je fais une parenthèse parce que je suis passé rapidement, début 1942, quel est le statut de Mauduit? Eh bien, il est militaire. Il a réussi à trouver un poste d'officier dans l'armée d'armistice, dans les camps de rapatriement des Nord-Africains, des troupes coloniales. Et pendant quelques mois, il était à Fréjus,
au camp de la Lègue, où d'ailleurs, il trouve un domaine agricole qui était visiblement en friche, le domaine du Bonfin. Je ne sais pas si vous connaissez, mais si jamais ça m'intéresse. Le domaine du Bonfin à la Lègue, près de Fréjus, où il a un premier essai avec quelques camarades militaires et troupes coloniales de remise en terre de culture. Donc il est basé par ici. Et 1942, il visite Montmaur et il se dit, il faut que je sois là. Pourquoi dans ce château? Parce que ce château, c'est une demeure de seigneur, de chevalier, et ça correspond tout à fait à la pensée de Mauduit, et à la personnalité de Mauduit aussi, qui est très charismatique, et qui se plaît dans cette idée de seigneur. Il s'y installe aussi, parce qu'autour du château, il y a des terres. Vous voyez déjà en quoi Mauduit est intéressé pour avoir des terres, et ce retour à la terre qu'il va effectuer. Le château est aussi dans la vallée du Buëch, et cette vallée du Buëch, elle a, à l'époque, c'est plus trop le cas maintenant, une voie de chemin de fer très efficace qui relie Grenoble et Marseille, si vous voulez. C'est-à-dire, en fait, la zone nord reliée à Lyon et la zone sud avec Marseille et le littoral. Pour Mauduit, stratégiquement, c'est être en lien avec la région de Lyon, où il va, je vais en parler, où il a des liens importants dans le milieu industriel et catholique, et la région du littoral, parce qu'il pense déjà que la libération se fera par un débarquement en Provence. Donc il se dit, il y a quelque chose à faire. Et puis Montmaur, c'est à pied, 40 km à travers le Dévoluy, l'accès à Notre-Dame de la Salette. Et puis, petit clin d'œil, à Montmaur, il y a une chapelle Sainte-Philomène, avec l'attribut de la croix ancrée, qui est sur un tertre très visible du château, et Mauduit se dit, voilà, c'est là où il faut que je sois. Et c'est là qu'il sera en 42 et jusqu'en 44. Il loue le château de Montmaur, et base en juin 42 au château une association qu'il crée qui s'appelle La Chaîne. La Chaîne, parce que dans son esprit, cette association va aider les prisonniers de guerre qui reviennent, donc la chaîne de la captivité, mais aussi la chaîne de la solidarité. Et pour Mauduit, on le verra, c'est un premier anneau d'une chaîne qui pourrait s'établir entre le littoral et le nord, et Lyon, par exemple, pour avoir des centres de résistance qui pourront, plus tard, avoir un rôle éminent. Donc cette association d'accueil des prisonniers de guerre est créée, et lors de la création, il y a une série de groupes sociaux assez intéressants à distinguer. Il y a d'abord des industriels, notamment lyonnais, qui fournissent beaucoup de moyens financiers pour l'œuvre de Mauduit. Il y a des ecclésiastiques et des chrétiens. Alors il se base sur un groupe de chrétiens dans les Hautes-Alpes qu'on a appelé le groupe de Saint-Léger, et qui ont déjà dénoncé avant-guerre le nazisme, et qui sont dans cette pensée, bon, un petit peu inspirée de Mounier, mais aussi de Lubac, cette pensée que finalement les chrétiens ne peuvent pas du tout avoir de sympathie pour le nazisme, vu que c'est un paganisme, un néo-paganisme. Voilà. Donc, il se base sur des chrétiens locaux, sur des ecclésiastiques comme le père Perrin par exemple, un certain père Abbate-Angèle que je n'ai pas pu repérer exactement, mais qui a une sorte d'influence sur tout le groupe par ses discussions assez prophétiques aussi, mais pour l'instant qui me reste assez inconnu. Des militaires, parce que Mauduit a beaucoup de relations dans le milieu militaire, et il aura des appuis très forts dans l'armée, et puis un peu plus tard dans l'organisation de la résistance de l'armée, l'AURA, et il aura même des soutiens dans les mairies alentours, des soutiens même très, très officiels, comme le préfet des Hautes-Alpes, qui donnera son assentiment à la création de la chaîne, son association, etc. Et enfin, un groupe très particulier, le groupe des prisonniers de guerre rapatriés. Et ces prisonniers de guerre rapatriés
précisément, Mauduit les trouve à Vichy. Parce qu'à Vichy, il existe un ministère, si vous voulez, à l'époque on parle de commissariat général, un commissariat général aux prisonniers de guerre, qui doit se soucier du sort des prisonniers de guerre et surtout de la réinsertion des prisonniers après 1 an, 2 ans, après des combats, et leur retrouver une place en France. Donc à Vichy, il y a un ministère des prisonniers de guerre, et dans ce ministère, Mauduit trouve des soutiens qui gravitent autour de Jean de Fabrègue, je ne sais pas si vous voyez, mais qui a eu une forte influence avant-guerre, puis aussi un petit peu après, mais avant-guerre dans le milieu catholique, et dans le milieu finalement des gens qui gravitaient autour de l'Action française, bon, etc. Et au-delà de Jean de Fabrègue, des fonctionnaires du commissariat général aux prisonniers de guerre. Et alors, parmi ces fonctionnaires, le fameux François Mitterrand, qui a une vingtaine d'années, qui est un petit fonctionnaire, qui n'est même pas fonctionnaire, mais qui a une charge au ministère des prisonniers de guerre, et qui sera présent à Montmort à la création de la chaîne. Tout ça pour vous dire que il y a déjà autour de Mauduit un groupe assez important qui vient d'un peu partout. Alors bien sûr, marqué certainement par la pensée catholique, par la pensée patriotique, etc., mais qui peut toucher aussi d'autres milieux, puisque dans les prisonniers de guerre rapatriés, il aura des soutiens d'anciens syndicalistes, des gens de gauche ou de droite, des gens qui pensent que Mauduit peut faire quelque chose et qu'autour de Mauduit, il peut y avoir quelque chose à faire. Mais alors ce quelque chose, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, pour voir l'action de Mauduit en 1942 à la création de la chaîne, c'est d'abord une filière d'évasion. Premier acte de résistance, c'est-à-dire faire exfiltrer les prisonniers de guerre français d'Allemagne pour les retrouver en France. Je vous rappelle, pour Mauduit, c'est l'élite qui va conduire la suite de l'histoire de France. Donc ces prisonniers, il faut les retrouver. Donc une filière d'évasion, alors qui fonctionne très bien parce qu'il y a des soutiens à Vichy, il y a des soutiens financiers. Dans sa correspondance, Mauduit parle d'ailleurs de ces dossiers assez librement, sans trop peur de la censure. Pour faire libérer les prisonniers, souvent on leur envoie des colis dans lesquels ils vont trouver une brosse. Et dans cette brosse, il va y avoir un compartiment pour avoir une carte d'identité, ou une carte de travailleur, une boussole, une carte pour se repérer. Et même parfois, Mauduit utilisera des cadres photos du maréchal Pétain, et le cadre photo lui-même est un faux décor qui permet après d'ouvrir et avoir ce compartiment où on trouve les pièces d'évasion. Donc une filière d'évasion qui marche dès juin 1942, et Montmort va être un centre d'accueil pour ces rapatriés, évadés ou non d'ailleurs, et aussi un retour à la terre, parce que pour Mauduit, ces hommes doivent connaître cette vie sage qu'il va essayer de mener dès les années 30, et il va y avoir un centre de repos où on va avoir une alimentation saine, avec finalement les préceptes du docteur Carton, un centre où on va expérimenter aussi des expériences de remise en forme, de médecine un peu alternative, si vous voulez, et aussi un retour à la terre. Et pour Mauduit, c'est très important, c'est produire lui-même son alimentation et remettre les gars au travail en les remettant d'abord à la terre. On est dans une pensée qui finalement est partagée par pas mal de monde à ce moment-là. Le retour à la terre, c'est déjà parlant dans les années 30. Il y a Giono, bon, etc. Mais il y a aussi finalement la terre ne ment pas, finalement le bon sens paysan. Bon, tout ça s'est remis un petit peu en valeur. Et d'ailleurs, autour de Mauduit, dans la vallée du Buëch, justement dans les Hautes-Alpes, et un peu plus dans la Drôme, on a des gens parfois totalement coupés du monde agricole qui viennent s'implanter pour ce retour à la terre. Et on a notamment Marcel Legault dans la Drôme, donc à quelques kilomètres de Montmort,
qui est un polytechnicien universitaire qui subit la défaite en 40, il n'est pas prisonnier, mais qui à ce moment-là laisse tout tomber, comme Mauduit finalement quelques années avant, et il se met dans un hameau perdu de la Drôme, et là il va avoir une pensée poétique, théologique, et surtout un retour à la terre. À ce moment-là, il y a ce cadre de pensée qui est poussé certainement par le contexte. Et Mauduit, autour de Montmort, veut créer une communauté. Il ne créera jamais un véritable ordre, mais il a cette idée de communauté à mettre en place. Et on a, entre Montmort et la Salette, un projet de complexe, finalement, spirituel et agricole. Il fait toute une liste, alors plus qu'agricole même, puisqu'il prévoira les transports, même les transports aériens. Il prévoit un aérodrome, il prévoit de l'artisanat, de l'agriculture, des éditions phonographiques et des éditions papier, etc. Donc il a vraiment un vaste projet pour diffuser son message de rédemption nationale. Cependant, il ne mettra pas tout ça en place. Que fait-il ? Eh bien, il va être poussé par les événements. Rapidement, quels événements ? Il y a d'abord le 11 novembre 1942. Ça fait quelques mois qu'il est à Montmort. Et le 11 novembre 1942, c'est l'invasion de la zone sud, qui était encore contrôlée par Vichy, par les Allemands et les Italiens. Alors, les Hautes-Alpes et le sud-est, c'est les Italiens qui occupent le territoire. Et on a, sauf le littoral, et on a un événement qui va précipiter les choses, ce 11 novembre. Pourquoi ? Parce que, pour Mauduit, il était évident que l'action doit se préparer. Il préparait une communauté, il préparait une remise en forme, une remise en forme des élites, etc. Mais le 11 novembre montre quelque chose à Mauduit. L'occupant est là. Là, il n'y a plus vraiment à tergiverser. Et deux, face à cette occupation de la zone libre, il n'y a pas eu de coup de feu, il n'y a pas eu de réaction de la part de Vichy. Et là, pour Mauduit, c'est le moment où il se dit, il va falloir agir. Parce qu'il attendait, en fait, quelque chose de la part de Vichy, certainement. Mais ce quelque chose n'arrive pas. Donc, il va se mettre en quête d'une action. Et premièrement, avec son centre de Montmort, il met en place une société coopérative qui va embaucher des gens. Comme ça, ce n'est pas une action résistante, mais en fait, que veut-il ? Il veut une structure pour cacher les gens. Les réfractaires au service du travail obligatoire, qui arrivent petit à petit, de plus en plus, des 4 coins de France, d'ailleurs c'est assez étonnant, à Montmort, parce que ce centre est connu. Mauduit peut cacher des réfractaires. Il cache même des juifs pourchassés, comme la famille de Serge Klarsfeld, qui à l'époque a 7 ans, et qui va connaître quelques mois de répit à Montmort. Pourquoi la famille Klarsfeld en particulier ? Parce que le père de Serge Klarsfeld est un légionnaire, prisonnier de guerre, qui a été libéré, puis il est pourchassé par les occupants. Et pour Mauduit, avant tout, il y a la solidarité entre prisonniers de guerre et militaires. Donc, il y a eu ce lien qui a été fait entre eux. Donc, il accueille de plus en plus de jeunes. Et ces jeunes-là, il faut les occuper. À travailler, avec un statut officiel, et petit à petit, à leur donner un esprit de résistance. Et cet esprit de résistance va être de plus en plus poussé par les structures qui se mettent en place autour de Mauduit, puisqu'il y a un rassemblement national des prisonniers de guerre qui se met en place en janvier 1943, février 1943. Pourquoi ? Parce que c'est le moment où démissionne une grande partie du commissariat général aux prisonniers de guerre à Vichy. Parce qu'il y a un conflit assez fort entre leur ligne, qui est de résistance à l'Allemagne, finalement, en attendant quelque chose du maréchal Pétain, et la ligne de Laval, qui est la pleine collaboration avec l'Allemagne. Donc, début 1943, beaucoup de démissions, et tout se retrouve un peu autour de Mauduit. C'est d'ailleurs à Montmort qui est créé le Rassemblement national des prisonniers de guerre. Et en septembre 1943, les Hautes-Alpes et le sud-est de la France connaissent le départ des Italiens, l'arrivée des Allemands,
Et là, pour Mauduit, c'est le moment où il faut absolument cacher les jeunes, leur apprendre le maniement des armes, et ça tombe bien, puisque dans la débâcle italienne, Mauduit a réussi à prendre une grande partie de l'armement italien qui était laissé sur place. Donc il y a des armes, il y a des jeunes, il y aura donc des maquis. Il y a des maquis en 1943 autour de Montmaur, et petit à petit une volonté de contact un peu tous azimuts, avec des contacts d'abord vers l'ORA, comme je le disais tout à l'heure, l'organisation de résistance de l'armée, des girodistes, c'est-à-dire ceux qui suivent le général Giraud, qui finalement lui aussi attend certainement quelque chose de Pétain, mais qui veut absolument reprendre le combat, et petit à petit aussi des contacts avec des structures gaullistes. À tel point qu'en novembre 1943, Mauduit passera un contrat, que j'ai retrouvé, un contrat en bonne et due forme, entre l'armée secrète et le service maquis de l'armée secrète de la région, et donc Mauduit, qui, pour résumer rapidement, Mauduit va donner ces structures de maquis qu'il a mis en place, et l'AS, l'armée secrète, va donner les moyens de financer ces maquis. Et il y aura une école des cadres des maquis qui se montera à Montmaur pour la région. C'est-à-dire qu'une élite de ceux qui vont enseigner le maniement des armes, etc., aux maquisards, se formera à Montmaur. Alors, on est pour Mauduit, fin 43, début 44, dans une activité perpétuelle, c'est-à-dire qu'il a des contacts partout, des maquis un peu partout dans la région, et de plus en plus de monde à gérer. Et Mauduit a une volonté ferme de reprendre le combat. Il n'attend finalement qu'un signe. D'ailleurs, le mot est vraiment trouvé parce que c'est, dans sa pensée, un signe de Dieu, certainement, qui déclenchera le combat ultime. Il a toujours cette pensée mystique de la France qui doit répondre à l'appel de Dieu. Et donc, il y a toute une pensée du temps et aussi de l'espace que j'ai essayé d'analyser et qui est basée sur des lieux sacrés comme Notre-Dame de la Salette, et une pensée de l'histoire à la fois cyclique, purification, comme je l'ai dit tout à l'heure, et linéaire, où il va y avoir, à un moment donné, une rupture où le combat final va se mettre en place. Et rappelez-vous, c'est ce combat, comme l'insigne de Mauduit, entre le bien et le mal. Et Mauduit, donc, est un peu partout sur tous les fronts. Et c'est à ce moment-là où les Allemands lui mettent le grappin dessus.